Et là, Caroline va nous faire un peu, on va dire, de l'analyse et de l'intégration avec... Donc, je vais vous présenter une quadrature de Gauss pour l'intégration. Donc on va se placer dans l'espace Rn de x des polynômes de degré inférieur ou égaux à n, qu'on va munir du produit scalaire PQ égal à l'intégrale entre 0 et 1 des PQ dt. À partir de la base canonique de Rn de x, 1x, x puissance n, on va construire par le procédé de Gram-Schmidt une base orthonormée qu'on va noter P0, Pn. Dans un premier temps, on va montrer que Pn admet n racines distinctes, qu'on notera alpha i. Et dans un deuxième temps, on va montrer qu'il existe des lambda i tels que l'intégrale entre 0 et 1 des p dt est égale à la somme des lambda i p de alpha i pour tout polynôme appartenant à R de 2n-1 de x. Alors, on va montrer le premier résultat. Donc pour cela, on va considérer l'ensemble phi des racines de P de n sur l'intervalle 0,1 de multiplicité impaire. Donc on va prendre des alpha appartenant à l'intervalle 0,1, tel que P de alpha soit égal à 0 et que alpha soit de multiplicité impaire. Et on va noter le polynôme Rn de x égal au produit des alpha appartenant à cet ensemble, des x moins alpha. Et si on est dans le cas où phi est l'ensemble vide, par convention, on posera Rn qui est égal à 1. Et on va décomposer notre polynôme Pn de cette façon. Donc on va l'écrire comme An, un réel qui est différent de 0, multiplié par le produit des i des x moins alpha i ni fois q de x. Alors avec alpha i, les racines de Pn dans l'intervalle 0,1 de multiplicité ni et q de x, un polynôme différent de 0 sur l'intervalle 0,1. Q de x différent de 0 pour tout x appartenant à 0,1. Et on va regarder notre polynôme Rn de x fois Pn de x, qui va être égal à An multiplié au produit des i des x moins alpha i ni, multiplié par le produit des alpha appartenant à phi des x moins alpha, multiplié par q de x. Alors, dans ce produit, on va retrouver donc toutes les racines de P de n qui sont de multiplicité paire ou impaire. Donc les racines de multiplicité paire vont s'écrire comme une puissance paire. Et les racines de multiplicité impaire vont être retrouvées dans le produit qui est ici. Donc on pourra aussi les écrire sous la forme d'une puissance paire. Donc ce produit va être toujours supérieur ou égal à 0. An est un réel qu'on a pris différent de 0. Donc Rn fois Pn va garder un signe constant sur l'intervalle 0,1 parce que le polynôme q de x ne s'annule pas, donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il garde un signe constant. Donc Rn fois P de n garde un signe constant sur l'intervalle 0,1. Par construction, il est différent de 0. Et donc par continuité de l'intégrale, on aura l'intégrale entre 0 et 1 des Pn Rn dt différent de 0. Et donc le produit scalaire Pn Rn va être différent de 0. Et ça implique que le polynôme Rn n'appartient pas à l'ensemble Rn-1 de x.
Parce que si c'était le cas, l'ensemble Rn-1 de x est en fait égal à l'orthogonale de Pn. Et donc si Rn appartenait à cet ensemble, on aurait un produit scalaire ici égal à 0. De plus, on peut dire que par construction de notre base orthonormée, le polynôme P de n est de degré égal à n. Et le cardinal de phi est au maximum égal à n, car il comprend les racines de p, et p ne peut pas avoir plus de n racines. Donc, ça implique que le degré de Rn est égal à n, et donc le cardinal de phi est égal à n. Donc on a n racines de multiplicité impaire dans l'intervalle 0, 1. Et comme P de n ne peut pas avoir plus de n racines, eh ben il a n racines distinctes. Donc P de n admet n racines distinctes qu'on va noter alpha 1, alpha n. Alors, on va passer à la deuxième question. Et donc dans cette question, on va considérer les évaluations en alpha i, donc qui vont de Rn de x dans R, et qui à P associe les P de alpha i. Ces évaluations vont former une base de l'ensemble dual de Rn-1 de x. Donc les évaluations f alpha 1, f de alpha n forment une base du dual de Rn-1 de x, dont la base antiduale, est la base des lambda 1, lambda n, avec lambda i, le polynôme interpolateur de Lagrange associé au alpha i. Le polynôme interpolateur de Lagrange associé au alpha i. On va poser donc pour tout i appartenant à l'intervalle 1 n, les scalaires lambda i égaux à l'intégrale entre 0 et 1 des li dt. Et on va prendre phi, une forme linéaire de Rn-1 de x dans R qui à P, on va associer l'intégrale entre 0 et 1 de P dt. Et on va décomposer phi dans notre base des évaluations. Donc il va exister n scalaires que je vais noter B1, Bn, tel que phi soit égal à la somme des i égale 1 à n, on va prendre j, des bj f de alpha j. Donc si je reprends notre lambda i est en fait égal à phi de li, et si je l'écris selon notre base, ce sera égal à la somme des j égale 1 à n des bj f alpha j de li. Ces évaluations ici sont égales à delta ij, donc il va nous rester un seul terme égal à bi. Donc les lambda i sont en fait égaux au bi. Et maintenant, si j'écris phi de p, toujours selon notre base, donc on aura la somme des j égale 1 à n, des bj qui sont en fait égales au lambda i, les évaluations de alpha j p, et c'est en fait égal à la somme des j égale 1 à n, des lambda j p de
alpha i. Donc là, on a montré que notre formule est vraie pour tout P appartenant à Rn-1 de x. La formule est vraie pour tout P appartenant à Rn-1 de x. Donc maintenant, pour montrer qu'elle est aussi vraie sur Rn de x, on va montrer qu'elle est vérifiée pour le polynôme Pn. Alors, pour Pn, on va vérifier les deux côtés de l'égalité. Donc d'un côté, on a phi de Pn qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 des Pn dt, qui est en fait égal au produit scalaire de Pn avec 1, qui est en fait égal au produit scalaire de Pn avec P0, par construction de notre base orthonormée. Le premier vecteur est égal au premier vecteur de la base canonique, et toujours par construction, ce produit scalaire est égal à 0, pardon. Et de l'autre côté, on va calculer notre somme. Donc des j égale 1 à n des lambda j p de alpha j. Et cette somme est aussi égale à 0 parce que les alpha j sont les racines du polynôme Pn. Donc la formule est bien vérifiée pour Pn. Et comme Pn est de degré n, elle va être vraie pour tout polynôme appartenant à Rn de x. La formule est donc vraie pour tout P appartenant à Rn de x. Et on va montrer qu'elle est encore vraie pour tout polynôme appartenant à R de 2n-1 de x. Donc maintenant, on va prendre un autre polynôme qui appartient à R de 2n-1 de x. Et on va effectuer la division euclidienne de ce polynôme par le polynôme Pn. Donc on va écrire P qui est égal à Pn fois Q de n plus Rn. Pn étant de degré n, Rn est de degré strictement inférieur à n. Donc Rn va appartenir à Rn-1 de x. Pn toujours de degré n, on va avoir Pn fois Q de n qui est de degré 2n-1. Donc Q de n va être de degré n-1. Donc Q de n va aussi appartenir à Rn-1 de x. Et on va calculer notre intégrale de P dt qui va être égale à l'intégrale entre 0 et 1 de Pn Qn plus l'intégrale entre 0 et 1 de Rn. Donc cette intégrale est égale au produit scalaire de Pn Qn. Notre polynôme Rn appartient à Rn-1 de x, donc on peut appliquer notre formule. Donc on aura la somme des j égale 1 à n des lambda j Rn de alpha j. Ce produit scalaire est égal à 0 parce que Qn appartient à Rn-1 de x. Donc, on va avoir la somme de j égale 0 à n des lambda j et Rn, on va l'écrire comme P moins PnQn. P moins PnQn de alpha j. Donc, on obtiendra la somme des j égale 0 à n des lambda j P de alpha j. Et la deuxième partie, PnQn de alpha j va être égale à 0 parce que Pn de alpha j est égal à 0. Donc notre formule est bien vraie sur R de 2n-1 de x. Et on peut montrer par contre qu'elle est fausse sur R de 2n de x. Donc si on prend par exemple P qui est égal à Pn au carré, donc qui appartient à R de 2n de x, on va calculer les deux côtés de l'égalité et on va montrer qu'on n'a plus l'égalité. Donc d'un côté, on va avoir l'intégrale entre 0 et 1 de Pn au carré qui est égale au produit scalaire de Pn avec Pn. On a pris une base orthonormée, donc le produit scalaire est égal à 1. Et de l'autre côté, la somme des lambda j Pn au carré de alpha j va être égale à 0 parce que les alpha j sont les racines de n, de Pn. Donc voilà, notre formule est vraie pour tout polynôme appartenant à R de 2n-1 de x. Par contre, elle est fausse sur R de 2n de x.
On est parti pour quelques petites questions. D'abord, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cette formule 2? Qu'est-ce qu'on peut dire du domaine de validité dont on est sûr, a priori, de cette égalité intégrale de 0 à 1 de P dt, qu'il existe des lambda i? Pour quel type de P on est sûr que ça existe? Pour quel type de P? Pour tous les P qui appartiennent à Rn-1 voilà. de X. Voilà. Donc, quel est quelle est en quoi la quadrature de Gauss fait la différence? C'est parce que ça vient du fait qu'on, par le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, on obtient une base qui est échelonnée, et du coup, tout polynôme va être orthogonal au polynôme de degré inférieur. Oui. Et donc, ça va faire que le domaine de validité va être... on est passé de R indice n-1 à Rn. Et même mieux. À R de 2n-1. À R de 2n-1 carrément. Hein, d'accord, on a un domaine de validité qui est vraiment énorme là maintenant. On a presque multiplié par 2, on va dire, en dimension le domaine de validité. Hein. On a même multiplié par 2, vraiment, on est passé d'une dimension n à une dimension 2n. Très bien. Là, j'aimerais bien qu'on voie pourquoi Rn n'appartient pas à... pourquoi Rn est de degré forcément n? Alors, parce que si on suppose que Rn appartient à Rn-1 de X. Oui. Donc, par construction de notre base orthonormée, on sait que le vecte de 1x jusqu'à x puissance n-1 va être égal au vecte de p0 jusqu'à p n-1. Donc si Rn appartient à Rn-1 de x, il va appartenir au vecte de p0 pn-1. Donc on va pouvoir l'écrire en fonction de p0 n-1. D'accord. Et on sait que tous ces polynômes sont orthogonaux avec Pn. D'accord. Donc le produit scalaire, dans ce cas-là, de Rn Pn serait égal à 0. D'accord. Donc finalement, on peut résumer ça dans le procédé de... Qu'est-ce qu'on peut dire du changement de base entre la base canonique et la nouvelle base? Les matrices de changement de base, qu'est-ce qu'elles vérifient? Ah, la matrice de changement de base, elle est orthogonale? Non. Non. Ce dont on s'est servi ici. C'est une matrice triangulaire. C'est une matrice triangulaire. Parce qu'on a une base qui est échelonnée, donc on aura une matrice triangulaire. Triangulaire, hein, supérieure. Oui. Triangulaire supérieure. Ok. Pourquoi on a choisi 0, 1 comme intervalle? Qu'est-ce qui se passerait si on choisissait AB avec A strictement plus petit que B? On pourrait choisir justement cet intervalle en procédant exactement en fait avec le même raisonnement. Et du coup, nos lambda i ici seraient définis comme étant l'intégrale entre A et B de Li dt. D'accord. Alors, maintenant, si on veut avoir des constantes un peu de forme normale, lambda i, on veut avoir des vraies constantes qu'on puisse trouver dans des abacs pour pouvoir, et des alpha i, etc., hein, pour pouvoir justement calculer des intégrales très facilement, comme ceci, d'accord? Donc, bon, on imagine, hein, on a une intégrale de 0 à 1 de p dt, d'accord? Et on pourrait calculer ça très facilement en appliquant p à alpha i et avec ces constantes. Donc il nous faut juste les alpha i et les lambda i. Mais on ne va pas chercher des lambda i pour tout AB. On va juste les chercher pour 0, 1. Comment on va se ramener de l'intégrale de A à B à une intégrale de 0 à 1?
Donc, se ramener d'une intégrale de AB à une intégrale... En général, comment on fait? Quel est le procédé naturel? C'est un changement de variable. Voilà, un changement de variable. D'accord. Mm. Ok. On peut donner une petite idée de comment faire un petit changement de variable pour passer de AB à 0,1? Oui. Oui, vas-y, tu peux effacer. Hein. Alors... Donc si on imagine qu'on a une intégrale entre A et B pour les LI P dt. Non, pour P, même P. Oui, P, oui. P de T dt, voilà, ouais. Eh bien. Donc pour se ramener à une intégrale entre 0 et 1, on peut poser un x qui est égal à A moins T. Non. Faut qu'il y ait même qu'il y ait B. Faut quand même qu'il y ait B, oui. Comment on va... Donc, alors, si on fait A moins T, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va partir de... Ça va faire effectivement, quand T va être égal à A, on va avoir 0. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faudrait multiplier T par... non, pas forcément. Faut multiplier le tout, peut-être, par une constante, le tout. Comme ça reste 0. Ah oui. Par une non. constante. Alors, quelle constante? Je veux que quand T soit égal à B, oui. Je veux que X soit égal à 1. Voilà, mais oui, mais il faut le faire. C'est des petites choses. Donc j'ai A moins B. Fois ta constante. Fois... Oui, donc j'ai sur A moins B. Voilà. Ou T moins A sur B moins A aussi, c'est peut-être plus élégant. Voilà. Voilà, c'était ça, la formule. Allez, on va s'arrêter là. Merci Caroline. Merci.